Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de l'Enterprise, la version de l'Enterprise des films, à partir du film de 79. Celui qu'on appelle, avec amour, l'Enterprise Refit, c'est-à-dire que c'est très clairement l'Enterprise de la série originale, mais vraiment revue et corrigée, modernisée, et qu'on a eu du premier film jusqu'au 6e, si on excède peut-être le 4e film, où l'Enterprise n'apparaît pas puisqu'il a été détruit dans le 3e film. Donc nous avons là un Enterprise Refit au 1.350 de Polar Lights. C'est le kit que j'ai acheté il y a plus d'une dizaine d'années, qui était vraiment pas cher à l'époque. Il devait peut-être coûter dans les 45 €, frais de port compris. À l'époque, les frais de port étaient vraiment bas, et en plus on avait un euro qui était très fort, et donc du coup on avait un taux de change intéressant pour nous si on achetait des trucs aux États-Unis, et je m'en suis pas privé à l'époque. Donc un beau kit, un kit énorme. Je voulais commencer par vous présenter le kit au 1537, qui est le kit de base qu'on a eu à partir de 79 et jusque dans les années 90. Mais bon, j'ai un peu de mal à vous trouver des boîtes en bon état, et j'en ai tellement que j'ai peur de m'y perdre. Donc une fois que j'aurai réuni tous mes kits du Refit d'AMT ERTL de base, chez nous, ça avait été Matchbox. Matchbox avait distribué le premier kit de l'Enterprise Refit. Il y a beaucoup de particularités à vous présenter, avec des modèles où il y avait, pour le premier par exemple, il y avait un circuit électrique intégré pour faire l'éclairage à l'intérieur du vaisseau. Il y avait des autocollants pour faire comme si c'était les trucs warp ici. Enfin, c'était assez moche, mais c'était fait. Il y a eu des modèles normaux, il y a eu d'autres modèles avec du son et lumière, il y a eu des modèles avec des trucs en moins, en plus, enfin bon, beaucoup. Mais là, Polar Lights, 1.350. Je vous ai déjà présenté le NX01, même réflexion que pour le NX01 en termes d'échelle et de taille de boîte. Ce que vous voyez là, vous voyez ma main, hein, la boîte est énorme. Cette boîte, c'est le diamètre de la soucoupe. C'est-à-dire que, encore une fois, comme le NX01, une fois que le kit sera fini, ça sera plus de 2 fois plus grand, avec le secondary hull et avec les moteurs warp à l'arrière. On aura une maquette 2 fois plus grande que cette boîte. Et en plus de ça, elle est épaisse, hein, et plus de 150 pièces, ce qui est finalement pas si énorme vu la taille du truc. Donc un kit qui a été réédité il y a quelques années par Polar Lights, avec l'adjonction de planches de décalco qui permettent de faire les Aztec paneling qu'on voit ici sur la coque. Et ça, c'était un ajout quand même très important. Ils avaient amélioré aussi le support, parce que sinon c'était un truc en 3 points qui était pas très joli, et ils ont amélioré la maquette. Par contre, ils l'ont vendu beaucoup plus cher, et quand elle a été vendue il y a quelques années, l'euro avait perdu de sa superbe, et il n'y avait plus le même taux de change. Il me semble que on se retrouvait avec un kit où il fallait dépenser facilement entre 85 et 100 €, frais de port compris, pour avoir ce kit avec les planches de décalco qui permettent de faciliter le travail. Mais moi, entre-temps, j'avais acheté d'autres trucs, on va voir ça tout à l'heure. Donc, belle illustration de Chris White, quoique je vois quand même quelques petits problèmes de proportion et d'échelle. Il y a écrit USS Enterprise NCC 1701A. Il faut savoir que le NCC 1701A, c'est l'Enterprise qui apparaît qu'à partir de Star Trek 5 et jusqu'à Star Trek 6. Bien heureusement, dedans, il y a et les pièces et les décalcos qui permettent de faire le NCC 1701 normal. Donc ça, c'est cool. Donc comme je disais, 150 pièces. Ce qui est marrant, c'est qu'exactement comme pour le NX01, la boîte est marquée à la fois en anglais et en français. Donc qu'est-ce qui est indiqué? C'est un skill level 2.
Il faudrait avoir 10 ans pour 10 ans et plus pour monter cette maquette. Colle requise, peinture requise, voilà, normal. Et c'est tout ce qui est indiqué sur la boîte, si ce n'est encore ce trou ici qui indique qu'il y a des pièces dedans. Alors est-ce que c'était pour montrer une pièce en particulier quoi? Pas la moindre idée, mais moi ça me rappelle les vieilles maquettes Matchbox de fin des années 70, début des années 80. Voilà, donc du coup moi ce que je propose c'est qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Comme je vous l'avais dit, la soucoupe prend pratiquement toute la boîte, hein. Mais on va commencer quand même par le début, à savoir la notice de montage qui tient en une feuille, mais une feuille bien grande et bien remplie. Est-ce qu'il y a un début quelque part? Non. Bon. Alors, c'est difficile à suivre, vraiment. Il y a différents morceaux ici qui sont à faire et donc du coup chaque morceau, là par exemple 4 pour le dessus de la soucoupe, ça c'est le numéro 4 donc il est indiqué tout ce qu'il y a à mettre pour 4. 5 c'est le dessous de la soucoupe, 6 c'est pour encore le dessous de la soucoupe, là c'est le tour apparemment, patati patata. Je trouve ça bordélique à souhait, mais on va s'y faire. On va s'y faire et une fois terminé, donc on a ce socle qui a été gardé dans la deuxième version mais qui n'est plus utilisé comme tel là parce que là il y a des trucs en plastique transparent qui servaient à tenir l'Enterprise mais c'était pas terrible. Différentes navettes qui sont livrées avec et tout ce qu'il faut pour faire le vaisseau. Là les indications nombreuses pour faire le refit et ici le refit avec version A, Enterprise NCC 1701A. Les décalcos à mettre sur les navettes, sur apparemment le socle qui rappelle en fait le hangar dans lequel on retrouve l'Enterprise dans le premier film. Et sinon les petits détails fait pour le coin où il y a une réunion avec tout l'équipage au début du premier film de 79. Ici, tout ce qu'il faut pour l'Arboretum, parce qu'il y a un coin de l'Enterprise, si on regarde bien, qui est en fait un coin avec de la verdure, des arbres, tout ce qu'il faut. Et le coin à hangar, à navette et tout ce qu'il faut à l'intérieur qui, du coup, est largement amélioré par rapport à la version des années 60. Donc, une notice de montage bordélique à souhait, agrémentée d'une très grosse planche de décalco, mais par rapport à ce qui a été livré dans la version améliorée de la maquette, c'est rien. Mais une belle planche quand même. On voit la taille du marquage. Il y a tout ce qu'il faut, là, même le faux ciel pour l'Arboretum. Moi, je trouve ça absolument superbe. C'est une très 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 belle planche de décalco. Vraiment. Et avec les bords de décal qui sont très très proches des parties imprimées. Et ça, c'est un plus non négligeable. Non négligeable. C'est-à-dire que le kit n'est pas parfait à 100%. Mais il y a tout pour faire quelque chose de très bien. Donc là, c'est le socle pour tenir la maquette. Au final, assez peu de détails dessus. Hein, c'est pas... Sincèrement, c'est pas terrible. La soucoupe. Les parties inférieures et supérieures de la soucoupe. Alors là, j'ai même pas besoin de vous convaincre de la taille du truc, quoi. C'est juste énorme. Par contre, effectivement, tout comme pour le NX01, les détails sont quand même pas super fins, quoi. Les détails en creux, mais c'est un peu grossier. C'est pas ça. Mais on s'en fout parce que de toute façon, il n'y aura pas d'effet plastique comme ça. Ça sera peint et tout, donc c'est pas un problème. Donc imaginez donc que la soucoupe soit ici. Là, c'est les moteurs Warp. Vous mettez ça derrière. J'arrive même pas à tout filmer tellement c'est grand, quoi.
Et le moteur warp est plus grand que le diamètre de la soucoupe. Donc des moteurs warp ici qui sont creux parce que dedans tout est fait comme pour le reste de la maquette pour faciliter une mise en lumière. Il y a les deux moteurs, le secondary hull avec une partie supérieure ici qui tiendra les nacelles, partie inférieure, et bizarrement des parties longitudinales on va faire. Alors on va dire du coup là ça fait un peu baleine, ça rappelle un peu la forme du secondary hull de l'Enterprise D, mais c'est pas que ce soit voulu, mais il y a comment dirais-je, l'esprit est là. Et la pièce n'y est plus parce que je l'ai utilisée pour autre chose. Voilà, il y a le reste de secondary hull, et il y a les pièces pour faire la version de l'Enterprise A qui est différent en bas. Apparemment il y a beaucoup de détails qui sont différents, donc du coup je l'ai viré et je l'ai utilisé, enfin je l'ai mis de côté pour un autre projet. Et là vous voyez, important, les hublots sont tous creux pour pouvoir mettre des pièces transparentes et éclairer tout ça. Ici, là vous voyez aussi la taille du truc, quoi. La taille du truc, c'est de la taille de mon pouce. C'est en fait cette partie ici du secondary hull avec le déflecteur qui là aussi peut être éclairé puisqu'il y a des pièces transparentes et il n'y en a pas qu'un peu. Encore des pièces pour le bord de la soucoupe et l'intérieur de l'Enterprise. Donc là c'est le VIP Lounge, le coin hangar, l'arboretum, vous voyez là, ça c'est supposé être des arbres. De toute façon on les verra à peine, donc on s'en moque. Les petites navettes qui sont là, donc on a 350. Les nacelles, aussi c'est énorme. Et il y a tous les petits détails qu'il faut, hein, parce que je ne l'ai pas montré, mais vous avez des tas de petits détails ici qui se voient pas du tout parce qu'ils n'y sont pas dans la version 1.537. Et ça c'est ni plus ni moins que génial, hein. Il y a un niveau de détaillage de fou. Et ça c'est le coût de l'Enterprise, on va dire. Là on a des pièces transparentes énormes. Là c'est donc le bord du moteur warp. Ça posera peut-être un petit peu de problème. Il va falloir que j'utilise certainement la peinture Tamiya Smokescreen pour rendre l'effet comme si c'était noir, mais que ça puisse s'éclairer éventuellement à l'intérieur. L'éclairage sera certainement la partie la plus compliquée du montage de ce kit, mais tout est fait pour faciliter les choses. Là c'est le déflecteur à l'avant, déflecteur qui passe de doré à bleu, bleu quand il est en fonction et qui sont en warp par exemple, et doré pour rappeler le déflecteur de la série des années 60 quand il est en impulsion. Donc les couleurs et les codes couleurs des lumières sont différents selon la fonction. Par exemple, les moteurs warp ne sont pas allumés continuellement quand ils ne sont pas utilisés. Loi qui a été complètement changée pour les séries et que ce soit Next Generation, Deep Space Nine et Voyager. Là on les voit allumés continuellement, mais sinon normalement quand ils sont en espace normal ils utilisent derrière la soucoupe le moteur à impulsion qui est rouge et qui est d'ailleurs ici aussi en transparent. Alors là c'est aussi quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que ça peut être éclairé, mais du coup il y a des parties qui sont transparentes ici mais qui ne doivent pas l'être. Donc ça demandera à être comment dirais-je, masqué. Je mettrai certainement de l'aluminium autocollant pour éviter que la lumière passe dans ces pièces-là, pour que je puisse peindre ça tranquillement. Sinon, c'est un peu compliqué. Il faut peindre en argent, puis en noir, espérer que la lumière ne passe pas si la diode ou la LED est trop puissante. Donc, on va pas prendre de risque. De l'aluminium autocollant, c'est juste impeccable. Des trucs qu'on trouve d'ailleurs à Action vraiment pas cher, hein. Le rouleau il est peut-être à 2 €, c'est rien du tout. Et là beaucoup de pièces transparentes, dont le plafond de l'arboretum. C'est fou parce qu'on le voit pas du tout dans les films, mais ils ont fait le plafond qui peut du coup être éclairé et servir à éclairer l'arboretum, quoi. Et ça c'est tous les petits hublots
et les supports pour tenir le vaisseau, là, que je n'utiliserai certainement pas. Je mettrai une tige en métal qui sera centrale et qui permettra de tenir tout ça. Donc voilà, ça c'est pour la maquette elle-même de l'Enterprise, mais on n'en a pas fini. Parce que comme je le disais, je n'ai pas attendu la réédition et l'amélioration de ce kit pour me fournir de quoi en faire un truc dont je serais fier. Et il se trouve que donc il y a 10 ans de ça, j'avais acheté non seulement de quoi faire le masquage et la peinture exactement comme pour le NX01, mais aussi chez PNT Models, qui je crois n'existe plus, une planche de photo découpe pour encore améliorer le détaillage de ce kit déjà bourré de détails. Par exemple, je parlais tout à l'heure des moteurs à impulsion. Là, vous avez une grille qui permet de justement éviter de ne plus avoir les détails qu'il y a sur le truc. Et là, ça fait les grilles du moteur à impulsion. Là, c'est nickel. Faut juste trouver un moyen de coller ça en évitant que ce soit trop dégueulasse. Et avec moi, c'est pas gagné. Ça, c'est tous les sas qu'on peut trouver sur le vaisseau. Ici, c'est le VIP Lounge qui du coup sera pareil pour la partie transparente. J'aurai pas à me soucier du fait qu'il y ait de la lumière qui passe ou non. Des tas de détails de partout, mais surtout, même s'ils sont plats, les voyez-vous? Des figurines au 1.350 montrant des personnages en pose normale, en courant. Il y en a même là. Et on peut les mettre à droite, à gauche, et ça fait des petites silhouettes sympathiques à placer n'importe où, où on veut. Et même là. Et ça, c'est très clairement pour détailler la partie hangar. Avec encore une fois à côté tous les personnages qui vont bien. Ça, c'est pour les garde-fous, on va dire, de ce qu'il y a au-dessus des hangars. Et ça, c'est encore des trucs pour le moteur Warp. Enfin bon, je vais pas tout vous détailler, mais là, il y a de quoi encore aller un niveau au-dessus de ce qui est déjà livré par Polar Lights. Et ce qui est bien avec ces trucs-là, c'est que les gens qui les font ont un niveau de connaissance de fou. Et comme ils savent qu'en plus on aime bien faire des trucs bien, bah ils rajoutent. Là par exemple, il y a une planche de décalco fait par JD Cals. Donc 2007, hein, vous voyez, donc ça a bel et bien 10 ans. Là c'est par contre à découper au plus près pour faire des petites navettes. Alors je sais plus si c'est avec la photo découpe, mais c'est pour améliorer encore le niveau de détaillage des petits véhicules qui sont apparemment livrés avec le kit. Ou pas, peut-être que j'ai mis ça ailleurs, je ne sais plus. Et donc là, c'est les notices d'utilisation de cette planche. Là, très clairement, ce qui est à placer. Alors des fois, il faut enlever des pièces plastiques pour les remplacer par les pièces en photo découpe. Donc là, très clairement, beaucoup de choses pour le hangar. Énormément. Limite, c'est une maquette à elle-même, hein, le hangar. Tous les détails qu'il faut à l'intérieur. C'est à la limite, on serait une petite fourmi, on pourrait voir absolument tous les détails que l'on peut éventuellement apercevoir dans un coin de matte painting ou de décor du film. Les petits détails à rajouter ici sur la soucoupe. Là, encore un autre élément de la soucoupe qui est particulière avec des hublots particuliers. Les moteurs à impulsion dont je parlais tout à l'heure. Les petits détails autour du déflecteur. Les machins à rajouter dans l'arboretum. Les hublots de l'arboretum, encore une fois les petits sas, les petits détails autour du hangar, et comme je disais, des pièces à rajouter sur les moteurs Warp. Bon, du coup j'ai un gros doute pour ça là, mais de toute
tout cas, j'ai tout ce qu'il faut pour améliorer l'ordinaire, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors on a, comme pour le NX01, ici, tout ce qu'il faut pour masquer la surface du vaisseau et faire tous les détails qui vont bien, ou un 350, avec des autocollants prédécoupés. Donc, vous voyez en plus là, c'est facile parce que c'est en noir. Il y a du blanc autour, donc on sait ce qu'il faut enlever. Mais là, c'est très clairement pour la soucoupe, là pour le secondary hull, là certainement pour les nacelles. Le coup, voilà, je vais pas vous faire tout le détail, mais là, donc ça permet tout simplement de peindre la maquette avec une première couche de peinture de base. Ensuite, de placer ces masquages-là pour garder les panneaux en question de la couleur de base ou non qu'on aura placé. Et ensuite de mettre une autre couleur ou un autre effet. Notamment, en fait, l'Enterprise n'est pas blanc. Là, vous voyez, on a un paquet pour la soucoupe. Là, on comprend bien l'aspect Aztec paneling, quoi. Et là, c'est vraiment pour l'intérieur du vaisseau, apparemment. Là, pour le secondary hull, là, autour des nacelles. On reconnaît plus ou moins ça, c'est pour autour du déflecteur. Mais bon, voilà. Donc, c'est un truc particulier que la peinture de l'Enterprise, c'est-à-dire que ILM, qui était chargé de faire le modèle suite au succès de Star Wars, ils ont chargé ILM de faire le modèle de l'Enterprise, et c'est Douglas Trumbull qui au départ a fait la maquette et les effets spéciaux de la majorité des scènes du film Star Trek de 79. Il faut dire que les délais étaient absolument affreux, que les conditions de travail l'étaient tout autant, qu'ils ont utilisé en fait essentiellement des décors, des costumes, même des acteurs qui étaient au départ engagés par CBS, si je me rappelle bien, ou en tout cas la chaîne qui était supposée réaliser et ensuite diffuser une nouvelle série de Star Trek. Ce qui a changé la donne, c'est très clairement Star Wars. Le succès en mai 1977 de la Guerre des Étoiles a tout changé. C'est-à-dire que tout le monde voulait un succès Guerre des Étoiles, tout le monde voulait un film de science-fiction, tout le monde voulait reproduire l'effet Star Wars, surfer sur cette vague de succès. Et il se trouve qu'en fait, tout simplement Paramount s'est rendu compte qu'ils avaient les droits de Star Trek, et ils ont lancé le projet de faire ce premier film à la va-vite, avec ce qu'ils avaient déjà préparé pour faire Star Trek, qui s'appelait Star Trek Phase 2, qui devait donc être une série. Certains des designs d'ailleurs ont été utilisés pour le film, d'autres ont été utilisés plus tard pour les films récents de J.J. Abrams, pas partout malheureusement, mais en partie ça a été le cas. Et le truc, c'est que du coup, les miniatures, et notamment l'Enterprise, était une maquette énorme, mais pour ajouter du détail et faire en sorte de comprendre que le vaisseau était grand, comme le vaisseau n'avait pas spécialement beaucoup de détails visibles sur la série télé des années 60, il y en a, mais c'était pas forcément visible, ils ont rajouté donc ces espèces de ce qu'on appelle maintenant des Aztec paneling. Et si on regarde bien dans le film, que vous l'ayez en Blu-ray ou en DVD, vous verrez bien que il y a plein de panneaux qui sont de différentes couleurs, pas nécessairement blancs, mais il y a beaucoup de couleurs irisées, beaucoup de couleurs perles et sang, de la peinture avec des effets perles, il y en a énormément. Il y a des panneaux qui sont marrons, il y a des panneaux qui sont gris, il y a des panneaux qui sont bleus. Le truc, c'est que de loin, du coup, on a effectivement l'impression que c'est blanc. Mais ça, c'est la lumière des projecteurs qui est dessus, qui fait cet effet-là. Mais justement, les différents projecteurs qui sont là, et surtout l'éclairage de l'intérieur du vaisseau, et même, là, vous voyez, par exemple, ici, et même au-dessus, le registry number, je sais plus comment on dit en français, donc l'immatriculation
du vaisseau est éclairé par le vaisseau et non plus par les lumières extérieures. Bon, il y a des éclairages factices qui font que le vaisseau est éclairé de telle ou telle manière en plein espace, alors qu'au départ c'était réfléchi pour être éclairé par le hangar où il est remis en état. Mais donc le truc c'est que l'Enterprise, pour résumer, n'est pas blanc, n'est pas entièrement blanc. Il y a différentes qualités de gris, de blanc, de bleu, de beaucoup de choses, mais surtout cet effet perlescent qui doit être reproduit au mieux. Alors c'est à la liberté de chacun, parce que il y a avec Star Trek comme pour Star Wars toujours ce problème qui est de se dire, est-ce que je fais ce que j'ai vu sur éventuellement le modèle de tournage que j'aurais vu en vrai, que j'ai vu en photo? Est-ce que je dois me baser sur les couleurs des photos qui traînent sur le net ou dans des bouquins? Selon la qualité d'impression, selon les réglages de mon moniteur d'écran d'ordinateur, c'est pas les mêmes couleurs. Ça peut être plus vert, ça peut être plus bleu, ça peut être plus jaune. Faut se méfier de tout ça. Quand on voit les modèles de tournage en vrai, on peut parfois être déçu. Il y a des détails qui peuvent être grossiers, les couleurs ne sont pas celles qu'on voit à l'écran, et il y a toujours ces problèmes-là. Voilà, donc il faut ménager la chèvre et le chou. Il faut faire, comment dirais-je, des concessions. Et moi, je pars du principe qu'il vaut mieux donner un aspect qui ressemble à ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on a vu au cinéma ou à la télé, et plutôt que de faire l'identique du modèle de tournage, parce que la plupart du temps, en fait, les effets qu'il y a sur les modèles de tournage, parfois moches, sont faits pour correspondre à des effets spéciaux, des effets lumineux, et surtout pour permettre d'avoir des vaisseaux par exemple sur fond noir, sur fond vert parfois, et donc du coup c'est des couleurs qui sont mises là à dessein. Voilà, c'est-à-dire que évidemment s'ils sont sur fond vert, un signal lumineux vert sur fond vert, ça aura du mal à être masqué pour pouvoir faire un truc derrière. Donc il y a des tas de petites astuces comme ça qui sont utilisées de temps en temps au cinéma pour faire des effets lumineux corrects. Et Douglas Trumbull est toujours le roi de ce genre d'effets. On lui doit les plus beaux films de SF des années 70 et 80, tous les effets de Rencontre du troisième type, le film de Star Trek, les Star Wars, les Blade Runner, les effets lumineux qu'il y a dans Blade Runner. Quantité de films comme ça doivent énormément à Douglas Trumbull, et donc il y avait un souci de lumière et donc du coup de modèles réduits, filmés, qui doivent être sinon les plus réalistes possibles, en tout cas avec quantité de détails qui donnent une idée d'échelle et une idée de réalisme. Voilà. C'était beaucoup de mots pour vous expliquer que ce kit, de toute manière, ne sera pas réalisé avant longtemps. Comme je l'ai dit, non seulement il y aura beaucoup de choses à faire au niveau de l'éclairage intérieur et extérieur du vaisseau. Ensuite, il y aura énormément de travail à faire autour de la peinture. Et comme vous l'avez vu, c'est un kit qui va prendre énormément de place. Donc je suis pas prêt de le faire rapidement. Limite, en fait, c'est le NX01 qui sera certainement fait bien avant celui-ci. Cet Enterprise qui est blanc sans être blanc va nécessiter énormément de soins, et je n'ai pas envie de le rater. Mais une fois qu'il sera terminé, ça sera franchement un objet d'exception. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation de l'Enterprise refit des films, des premiers films 1 à 6 vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Ça nous permet de voir les vidéos vues par d'autres personnes qui ne connaissent pas nécessairement la chaîne ou les sujets que je développe. Agrandissons notre communauté, ça peut être sympa. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Trek et notamment de l'Enterprise.